Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. D'après le récit biblique, les Hébreux ont vécu durant un certain temps en Égypte, réduits en esclavage par les Égyptiens. Je reviens encore là-dessus. Ce séjour peut-il être vérifié par la documentation archéologique et épigraphique? Ou n'est-il qu'un mythe? Eh bien, pour répondre à cette question importante, épineuse, je vous propose qu'on se replonge dans le récit biblique et suivre l'histoire de Joseph. Jacob, le petit-fils du patriarche Abraham, a 12 fils censés être les ancêtres des fameuses 12 tribus d'Israël. Joseph est l'un des plus jeunes et c'est le fils préféré de Jacob. Il est beau, habile, il réussit tout ce qu'il entreprend. En plus, il a fréquemment des visions où il se voit devenir carrément le chef de famille. On imagine bien que ça ne plaît pas du tout à ses autres frères. Jaloux de sa réussite et des faveurs dont le comble leur père, eh bien, il décide un jour de l'assassiner. Mais l'un d'eux, Judas, leur interdit de faire du mal à Joseph. Il propose de le vendre comme esclave à une caravane de marchands arabes nabatéens qui se dirige vers l'Égypte. Il est vendu à Potiphéra, un officier de Pharaon, il devient rapidement son intendant, la femme de l'officier tente de le séduire, il va résister, pour se venger, elle raconte à son mari que Joseph a tenté de coucher avec elle, Joseph est donc emprisonné avec le maître échanson et le maître panetier du roi. Il interprète leurs rêves qui se réalisent, l'échanson retrouve sa place, tandis que le panetier, lui, est exécuté. Mais une nuit, c'est le roi en personne qui a un rêve étrange que personne n'est capable d'interpréter. Il voit 7 beaux épis et 7 vaches grasses, suivis de 7 épis fanés et de 7 vaches maigres. L'échanson se souvient alors de Joseph. Le roi le fait venir et Joseph explique la signification du rêve. Les 7 vaches grasses représentent 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine, symbolisées donc par les 7 vaches maigres. Il conseille au roi de faire des réserves durant les 7 premières années, en prévision des 7 années de famine qui vont toucher tout le Proche-Orient. Le pharaon, émerveillé par les talents de Joseph, en fait son grand vizir et lui confie la gestion du pays. La famine touche donc le pays et Canaan. Jacob envoie ses fils en Égypte pour trouver de la nourriture parce que ce pays est le grenier à blé du Proche-Orient grâce aux crues du Nil. Ils rencontrent Joseph, mais ne le reconnaissent pas. Joseph finit par leur révéler son identité. Jacob et sa famille s'installent en Égypte. Joseph épouse une Égyptienne, Asnath, qui lui donne 2 fils, Manassé et Éphraïm. Prenez des notes. Lorsqu'il meurt, les Hébreux sont donc installés sur le territoire égyptien. L'histoire de Joseph, fils de nomade vendu comme esclave par ses frères jaloux, qui devient le premier ministre du pays le plus puissant de l'Orient antique, ressemble évidemment à un conte de fées trop beau évidemment pour être vrai. Peut-elle être attestée par l'archéologie? Joseph est-il un personnage de fiction ou a-t-il réellement existé? Parce que, évidemment, tout ça prouve ou non l'existence du peuple d'Israël en terre d'Égypte. Cette question se révèle être d'une extrême délicatesse, si je puis dire. L'historien qui s'intéresse à l'histoire de Joseph va marcher littéralement sur des œufs. Son histoire ressemble tellement à un conte merveilleux. Faut voir. Or, elle semble avoir quand même une parenté stupéfiante avec un conte populaire égyptien de l'Égypte antique qu'on appelle le conte des 2 frères. L'aîné possède une maison et une femme. Son frère cadet, qui vit avec lui, et son aîné, l'aime comme son fils. Sa femme s'éprend du cadet et lui fait des avances, mais il résiste. La femme fait alors croire à son époux que son jeune frère a tenté de la violer. Le jeune frère est alors obligé de fuir pour échapper à la colère de son grand frère. Cette histoire ressemble donc très étrangement à celle de Joseph quand il est l'intendant de Potiphar. Or, ce conte a été écrit durant la 19e dynastie, c'est-à-dire celle de Ramsès II et de Meremta. Là, vous allez me dire, incroyable, le monde est quand même petit. Faut-il en conclure que le récit biblique relatif à Joseph n'est qu'un mythe, que Joseph n'a jamais existé? Si un esclave hébreu était devenu le grand vizir du pharaon, donc le 2e homme, si vous voulez, le plus puissant et le plus important de l'État, son nom et ses titres apparaîtraient en fait dans la documentation égyptienne. Vous savez que la bureaucratie du pays du Nil est la
plus pointilleuse à cette époque, la plus méticuleuse de l'histoire antique. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Le moindre événement politique, la moindre transaction, le moindre différend entre particuliers est systématiquement couché par écrit. Comment donc expliquer qu'un vice-roi du pharaon n'aurait laissé aucune trace dans les textes et les monuments, alors qu'aucune nation de l'Antiquité ne nous a légué des archives historiques aussi complètes, encore une fois, que celles de l'Égypte. Fait curieux, les archives scrupuleusement tenues s'interrompent subitement en 1650 avant Jésus-Christ. C'est alors un immense vide qui dure jusque vers 1575 avant Jésus-Christ. Que s'est-il passé réellement durant cette période ? Un matin, les habitants des rives du Nil sont réveillés par des bruits de roues et des cris de guerre effroyables. Médusés, ils vont voir d'innombrables colonnes de guerriers montés sur des chars rapides comme l'éclair. Les Égyptiens n'ont rien vu venir. Affolés, ils tentent de résister, mais ils sont rapidement vaincus. Les envahisseurs investissent le pays. Qui sont donc ces nouveaux arrivants qui semblent surgir comme ça de nulle part ? La réponse est stupéfiante. Quand on gratte, quand on regarde, ce sont des tribus sémitiques venant de Canaan et de Syrie qui vont et viennent avec leurs troupeaux et leurs familles à travers les plaines du Proche-Orient. Ainsi, un empire qui a prospéré et étendu sa domination sur les rives du Nil et sur la Nubie durant 13 siècles s'écroule sous la poussée de pasteurs nomades venus de Canaan. Le prêtre égyptien Manéthon, qui rédige une histoire de l'Égypte pendant la période ptolémaïque, la dernière phase de l'Égypte, souvenez-vous, de l'Égypte indépendante avant sa conquête par les Romains, relate le déroulé de cette extraordinaire invasion. Je le cite. « C'était un de nos rois appelé Timaïos. Cela arriva durant son règne. Je ne sais pas pourquoi Dieu était mécontent de nous. Des hommes d'origine inconnue vinrent subitement des pays de l'Est. Ils eurent l'audace d'envahir notre pays qu'ils asservirent par la force facilement sans aucune bataille. Et quand ils eurent vaincu notre roi, ils brûlèrent nos villes de façon barbare et détruisirent les temples des dieux. Tous les habitants furent traités avec cruauté. Une partie d'entre eux furent tués par les envahisseurs, d'autres virent leurs enfants et leurs femmes emmenés en esclavage. Finalement, l'un des conquérants fut nommé roi. Son nom était Salatis. Il vivait à Memphis et imposa un tribut à la Haute et à la Basse Égypte. Il établit des garnisons dans les villes qui lui semblaient le plus appropriées à ses desseins. Et quand il en eut trouvé une dans la région de Saïs, située à l'est du bras du Nil, près de Bubastis, et qui était aussi appelée Avaris, il la démolit et la reconstruit en la fortifiant au moyen de murs. Il y établit une garnison de 240 000 hommes pour la tenir. Salatis y allait tous les étés, en partie pour collecter son grain et pour verser la solde de ses guerriers, et en partie pour entraîner son armée et faire ainsi peur aux étrangers. Ces fameux hommes d'origine inconnue, les Égyptiens leur donnent le nom d'Ixos, littéralement les chefs des pays étrangers. Les fouilles de leur capitale, Avaris, localisée sur le Tel el-Daba, révèlent une lente et progressive croissance de l'influence cananéenne dans la poterie, dans l'architecture et dans les rites funéraires à partir de 1800 avant Jésus-Christ. Après un développement qui va durer 150 ans, la petite bourgade est devenue une grande cité d'où les rois Hyksos étendent leur influence et contrôlent les axes commerciaux maritimes. Les nombreux sceaux et inscriptions découverts sur ce site sont clairement de type cananéen. Donc durant un siècle et demi, des groupes de nomades sémites s'installent en Égypte et parviennent à détourner une partie non négligeable des axes commerciaux et des ressources issues du monde méditerranéen à leur profit au détriment des Égyptiens. Situation intolérable évidemment qui ne peut durer indéfiniment. Un document égyptien du XVIe siècle avant notre ère raconte les exploits du pharaon Ahmosis qui combat les Hyksos, saccage Avaris et poursuit les survivants jusqu'à leur citadelle située au sud de Canaan, qui s'appelle Charuen, près de Gaza. Il y met le siège et s'en empare. Cet exploit marque la fin de l'influence cananéenne dans la région. On date généralement l'expulsion des Hyksos en se fondant sur les archives égyptiennes et les preuves archéologiques de destruction des cités cananéennes aux alentours de 1570 avant Jésus-Christ. De retour dans leur pays d'origine, les Hyksos fondent Jérusalem et construisent un temple.
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.